comment penser et écrire l'Afrique de demain. Alors, je voudrais dire dans un premier temps que je ne connais pas un continent qui a été aussi chanté que l'Afrique. Penser et écrire l'Afrique de demain, ça renvoie aussi à une vision aussi critique, on le disait hier. Autant il est important d'avoir une vision critique de notre histoire, autant il faut aussi avoir une vision critique quand on pense l'Afrique de demain. Et je vais dire un paradoxe qui se pose aujourd'hui, notamment sur une question humaine, futuriste, c'est là, en fait aussi présente, c'est la question de l'écologie, du développement durable. Pendant longtemps, les Occidentaux ont fait croire, ont imposé cette vision du progrès, du développement, et tous les pays anciennement colonisés, nouvellement indépendants, se sont lancés, effectivement, dans cette recherche du progrès. Senghor, d'ailleurs, nous disait, en l'an 2000, Dakar sera comme Paris et le Sénégal sera comme la France. Et donc, tout le dispositif de développementiste a été incarné dans les politiques quinquennales, etc., etc. Et à un certain moment, l'Europe se rend compte que peut-être qu'elle faisait fausse route. Et après, donc, ce qu'on a appelé les conférences de Rio, ailleurs, le climat, tout ça, on sort la question du développement durable, les agendas 21, et puis les Africains se disent, mais attendez, ils sont en train de nous vendre quoi là? Ils nous ont dit qu'il fallait se développer. En le moment où on suit leur chemin, ils veulent qu'on rebrousse chemin. Ah, ils veulent qu'on fasse développement durable, mais nous, on aimerait bien aussi être développés comme eux. Et il y a là quelque chose de paradoxal. J'écoutais l'autre jour à la télévision des jeunes Sénégalais, justement sur le climat, qui disaient, mais oui, les jeunes Européens, ils peuvent marcher pour le climat, mais nous, on a des problématiques tellement importantes, il faut qu'on mange, il faut qu'on trouve du travail, mais cette question du climat, est-ce que vraiment c'est important? Et ce paradoxe-là, moi je suis un artiste, j'ai fait une chanson qui s'appelle « Mon sacré Jojo chez les bobos ». Voilà, c'est Sacré Jojo qui va à Bobo Dioulasso et qui dit aux mamans, je suis venu à Bobo Dioulasso pour faire des photos. Ma foi, vous êtes toutes en moto. Il n'y a plus d'hippo ni d'éléphanto. Laissez tomber ce développement modernisme, vivez écolo. Et là, maman de Bobo lui dit, oh mon fils Jojo, tu veux qu'on aille au marché à Pi ou à Dodane. Et quand le froid arrive chez toi, tu prends l'aéroplane. Laisse tomber tes idées de Toubabou et reprends ton auto. Je dis, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, ce n'est pas le propos. Dans cette affaire, le Sud et le Nord sont dans le même bateau. Les idées et les solutions ne doivent pas venir que d'en haut. Et pour mon cousin Dédé, développement durable, c'est encore moins la colo. Ni Dodo, ni Jojo, ni la maman ne seront plus là-haut et ne sauront plus quoi faire quand ils seront là-bas. Et donc, ce paradoxe-là est à penser. Je veux le mettre dans la discussion parce que penser et écrire l'Afrique de demain, c'est aussi la pensée dans ce rapport de la mondialisation, dans ce rapport, effectivement, de l'universel. Voilà, je commence à parler, donc je vous laisse juste avec une introduction. Qui prend... Voilà, allez, Marc. De dire, pour évoquer, à travers la réflexion sur la situation actuelle en Afrique et sur le futur de l'Afrique, évoquer pour moi quelque chose qui a été une sorte d'invariant, une constante dans les idées panafricaines, et évoquer fondamentalement ce qu'est le panafricanisme. Hier, on a évoqué en pointillé la question de l'organisation de l'Union africaine. Et l'organisation de l'Union africaine, c'est un produit de la réflexion du panafricanisme. Ça me paraît important de restituer. Et puisque c'est le 60e anniversaire du congrès de 1959 qui s'est tenu à Rome, ce serait aussi important d'évoquer, me semble-t-il, la question du panafricanisme. Et il peut paraître incongru, surtout pour un sociologue, de
d'ouvrir une réflexion sur les exigences contemporaines concernant l'Afrique et son futur, en faisant recours à l'histoire. Mais pourtant, le détour par l'histoire me paraît extrêmement important du point de vue de la construction de la modernité africaine, de la modernité noire. Et ça a été une constante pour suivre, me semble-t-il, la généalogie de la conversation que les africanistes, les principaux protagonistes du panafricanisme ont commencé à construire. Et nous, on a repris, les générations précédentes ont repris cette conversation, et c'est une partie de l'objet du livre qui va apparaître la semaine prochaine. Ça me paraît important de le souligner. Parce que pour moi, il est important de revenir sur les idéaux qui ont fondé le panafricanisme pour pouvoir expliquer à la fois les avancées et les reculs dans la construction de la modernité africaine. Ça me paraît important. Et dans cette construction-là, ça veut dire quoi? Créer quelque chose qui est un espace où circulent, où s'élaborent, où s'échangent des idées, des pratiques, des expériences, des imaginaires autour desquels le futur africain se construit. Ça me paraît important. C'est ça la modernité africaine. Dans l'histoire du panafricanisme, l'importance de l'espace francophone a été minorée. Il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec le mot espace francophone. Moi, en tout cas, pour moi, ça veut dire quelque chose. Comme l'espace lusophone a été aussi minoré dans le traitement conventionnel du panafricanisme. Parce que, on s'est arrêté dans le traitement conventionnel du panafricanisme autour des 5 congrès qui se sont tenus, fondamentalement, de 1900 jusqu'à 1945, avec le fameux congrès de Manchester et tout ça, avec la présence de Nkrumah. Et on s'est tenu à dire qu'il y avait essentiellement le triangle transatlantique, qui serait constitué de 3 pôles. Le premier pôle étant celui des États-Unis d'Amérique, le deuxième pôle étant celui du Royaume-Uni, et le troisième pôle, mais celui de l'Afrique occidentale et de l'Afrique australe britannique, toujours britannique. Mais bien avant 1900, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sylvester Williams, qui avait déjà l'idée panafricaine. Parce que les rassemblements qui se montaient à l'époque étaient essentiellement composés de Noirs des États-Unis. Et lui, il pensait, et il a conçu quelque chose qu'il a ouvert aux Africains d'Afrique qui étaient présents. Et ça pour moi, c'est le premier échelon dans la construction de ce qu'on pourrait appeler, de ce qui est le panafricanisme. Et il y a un terme qui me paraît bien choisi pour caractériser ce mouvement-là, c'est le terme de renaissance africaine. Pour moi, c'est fondamental. Et donc, on s'est rendu compte quand même que dans ces 3 pôles-là, on n'évoque pas du tout l'espace francophone et l'espace lusophone. Bien sûr que
en 1919, il y a eu un congrès à Versailles, sous Clémenceau, avec l'appui du député Blaise Diagne, etc. Il y avait un deal, etc., avec Webb Du Bois. Mais il a fallu attendre bien longtemps, c'est-à-dire avec la création de la Société africaine de culture et de la revue Présence africaine, qu'on fasse une place à l'espace francophone. Et notamment à travers l'organisation du congrès de 1956 et du congrès de Rome de 59. Alors, ces congrès, notamment le congrès de 56, il est édifiant à plus d'un titre, parce que c'est là où se réalise quelque chose de très très important du point de vue du panafricanisme, c'est l'ouverture et la consolidation de l'espace francophone, et notamment ce retour vers ce lieu, le lieu par excellence de la réalisation de la modernité africaine, c'est-à-dire l'Afrique, le continent. C'est un continent qui est présent, bien sûr dans les Caraïbes, bien sûr en Amérique latine, bien sûr aux États-Unis, mais aussi dans les métropoles impériales, comme Paris, comme Londres, comme Lisbonne, comme Bruxelles. Ça me paraît important de le souligner. Et c'est grâce au travail intellectuel, même physique, de quelqu'un comme Alioune Diop, qu'on a enfin réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le retour vers ce lieu réel et ou symbolique de réalisation de la modernité noire, c'est le continent africain. Ça me paraît important de le souligner, ce rôle-là. Il y avait aussi l'espace lusophone. L'espace lusophone qu'on va retrouver, même avant, bien avant, dans son expression, on va le retrouver à Coimbra, à Lisbonne, avec la présence de futurs leaders des indépendances des colonies portugaises en Afrique, comme des Cabral, des Mario de Andrade, etc. Bon. Voilà un espace aussi qui était en lien avec la revue Présence africaine. Parce qu'ils avaient, notamment à Lisbonne, créé ça s'appelle la Casa de Imperio. Et ça, tout ça, ces multiples manifestations, ces multiples réseaux sont des espaces privilégiés de diffusion des idées panafricaines. Et ça me paraît important de le rappeler. Je ne dis pas, je ne vais pas évoquer longuement les disputes qu'il y a eu, notamment aux États-Unis, entre Du Bois, Marcus Garvey, et tout ça. Ça a été quand même des choses assez violentes, Et je ne vais pas évoquer non plus le rôle de Nkrumah, même si c'est un rôle fondamental, parce que ce qui caractérise aussi le panafricanisme, c'est la thèse de la singularité africaine. D'abord et avant tout. C'est-à-dire, voilà des jeunes gens qui étaient vraiment influencés par le marxisme et tout ça, par les idées marxistes et tout. Mais ils se sont rendus compte, quand même, dans leur développement intellectuel et personnel, que le marxisme avait ses limites quant à la prise en charge globale, y compris de la question raciale. Et donc, ce qui explique en partie notamment la lettre que Césaire adresse à Torres en 1956 pour démissionner du Parti communiste français. La fameuse lettre à Maurice Torres. Ça me paraît aussi fondateur. Mais c'est la thèse de la singularité.
qui s'appuie aussi sur Haïti, l'exemple de Haïti, ça me paraît important, qui s'appuie sur l'Éthiopie. L'Éthiopie, que Ménélique, parce que l'Éthiopie avait des structures étatiques solides, l'Italie n'a pas pu annexer l'Éthiopie. C'est un symbole extrêmement important pour le panafricanisme, l'Éthiopie. Ce n'est pas pour rien que l'OUA se trouve à Addis Abeba. Ce n'est pas pour rien, bien sûr. Mais l'autre pilier, c'est comment, et hier on a commencé à en parler, comment construire une histoire africaine. Et ça, c'est une histoire africaine. Et ça, c'est un élément clé qui repose notamment sur le travail de Cheikh Anta Diop. C'est ça qui me paraît essentiel aujourd'hui à retenir. Pour aller très vite, il y a des avancées notables des idées panafricaines parce que les indépendances, elles ont été évoquées d'abord en termes d'autonomie et puis en termes de véritable indépendance, etc. Tout au long des congrès, des divers congrès qui se sont tenus autour du panafricanisme. Mais une fois les États africains devenus indépendants, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de désillusions avec le règne des partis uniques, etc., etc. Parce que le programme du panafricanisme, il est ambitieux. C'est quoi ce programme? C'est la démocratie, c'est le développement intellectuel et artistique, c'est la justice sociale, d'accord? C'est la citoyenneté pleine et entière. C'est tout ça qui constitue le programme du panafricanisme. Et si on fait aujourd'hui le bilan pour ce qui concerne l'Afrique, qui a pris quand même le flambeau du panafricanisme à un moment donné de son histoire, on se rend compte qu'il y a eu des avancées notables du point de vue du programme, même ambitieux du panafricanisme, mais il y a des reculs. Des avancées, une idée fondamentale, c'était l'unité de l'Afrique. Aujourd'hui, même s'il y a des difficultés de mise en place, etc., d'abord avec l'OUA, maintenant avec l'unité africaine, on peut penser quand même que l'Union africaine est une avancée notable. Et aujourd'hui, il y a des ensembles sous-régionaux qui sont aussi des avancées notables. On parlait de la CEDEAO, etc., etc. Il y a des choses de cet ordre-là qui sont à souligner. Mais il y a aussi des reculs du point de vue du programme, ambitieux certes, mais du programme réalisable et réaliste quand même du panafricanisme. Les reculs, c'est l'absence de leadership capable de faire la jonction entre les différents segments qui composent la mosaïque africaine. Il y a eu des tentatives, bien sûr. On peut discuter de, peut-être, par exemple, un mouvement comme la négritude. On peut discuter du mouvement de la négritude. Pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait intéressant. Ça l'est toujours, de toute façon. Parce que, sur le fond, parce que c'est un mouvement qui a une caractéristique majeure qui me paraît importante, qui me paraît épouser aussi le panafricanisme, c'est le caractère transnational et diasporique.
de la négritude, qui a tenté d'échapper en quelque sorte au cadre étroit de l'État national et de postuler à quelque chose, à un espace plus vaste. Plus vaste. Ça me paraît être une dynamique assez importante. Et c'est dans le discours antillais, Édouard Glissant explique que l'attrait de la négritude, c'est parce qu'il y a eu un effort de généralisation et d'abstraction de la pensée africaine, que le mouvement de la négritude a pu toucher un maximum de gens. Et il prend l'exemple, il dit Padmore, Fanon et Césaire sont plus connus en Afrique que dans leurs îles antillaises d'origine. Il dit pourquoi. Il avance un argument convaincant. Il dit que leur production ne peut pas se situer dans un cadre strictement particulier, dans une île, etc. Donc, c'est la condition sine qua non du retentissement de leur pensée et de leur production, c'est faire un effort de généralisation, peut-être excessif, mais sûrement nécessaire pour toucher le plus grand nombre de monde. Je voulais juste avancer ces quelques mots avant. Merci.